Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude et le mardi midi, je suis en compagnie de Tommy Auger qui est journaliste à Cogeco TV. Bonjour Tommy, bienvenue à Côte-Nord Attitude. Ben merci beaucoup. T'as passé une belle fin de semaine? Ah ben oui, on a profité quand même. L'automne s'est installé, là, faut le dire, là, c'était assez frisquet ce week-end, mais il faisait beau. Quand même, on se plaindra pas de la météo en octobre cette année, là, en tout cas pas jusqu'à maintenant, bien sûr. Il a fait très très beau la semaine dernière, quand il y a des belles journées puis qu'on est en congé, une belle fin de semaine de 3 jours comme ça a été le cas, là, on peut pas s'en plaindre. Ce midi, on aborde plusieurs sujets encore à notre émission d'actualité d'affaires publiques. D'abord, on est dans la semaine de prévention des incendies. On va recevoir le chef pompier chez nous à cette île, Denis Jutras. Il sera avec nous en ouverture dans quelques instants, vers 12h15. On parle des statistiques, là. J'ai sorti quelques pages du rapport annuel du service de prévention des incendies. C'est souvent dans la cuisine que les feux prennent naissance, là. Alors, c'est bon de le mentionner dans le cadre de cette semaine de prévention, voir comment on peut éviter des incendies. Ça représente des gros dollars, un incendie dans une résidence, hein. On va voir aussi ce genre de statistiques-là avec Monsieur Denis Jutras dans quelques instants. Cette fin de semaine, c'était le Silver Whisper. On en a vu 4 navires de croisière au cours de la saison d'automne. Ils ont été gâtés, de belles journées pour les croisiéristes venus de partout à travers le monde. Vincent Roy est chef d'escale cette année. Exactement. Et bon, le 4e de la saison, on a eu quand même un bon exercice là il y a quelques semaines avec 2 navires en même temps la même journée. Ça a été un bon test qu'on n'avait jamais eu encore du côté de l'escale destination Sept-Îles. On verra là aussi, il y a des gros événements qui s'en viennent dans les prochaines années, dont en 2018 avec le fameux Queen Mary là qui a fait son tour à Québec et au Saguenay, si je me rappelle bien. Même à Gaspé, je pense, hier ou en fin de c'est semaine. Ça. Hein? Fait qu'il vient déjà là sonder dans le coin. Il y a comme une entente de 3 ans avec le Québec. Hein? Il va revenir en 2017 à certaines destinations, pas Sept-Îles. 2018, il va être à Sept-Îles. On aura le temps de se préparer encore. Donc ça bouge beaucoup du côté de destination Sept-Îles. On aura l'occasion d'en parler avec Vincent qui est chef d'escale par intérim du côté de destination Sept-Îles. Vendredi, c'était la journée mondiale sur le travail décent. La CSN Côte-Nord a profité de l'occasion pour lancer la campagne 5-10-15. T'en as entendu parler? Je pense que la FTQ était là au départ. Et c'est qu'on veut améliorer les normes du travail au Québec. Particulièrement, le débat va se faire sur le salaire minimum à 15 $ l'heure. Couillard, il a dit que ça c'était pas applicable au Québec, un salaire minimum à 15 $ l'heure, même en se donnant jusqu'en 2022. Là, je pense que les syndicats vont cogner sur le clou pas mal fort au cours des prochains jours, parce que la campagne 5-10-15 se poursuit jusqu'au 17 octobre. Guillaume Tremblay, président de la CSN Côte-Nord, j'ai enregistré une entrevue avec lui vendredi. On va entendre l'entrevue radio vers 12h35-40 sur nos ondes. Tu sais que depuis 35 ans, il y a un organisme qui s'appelle POPCO, Tommy, qui soutient les chercheurs d'emploi à Port-Cartier. Un organisme qui propose ce soir un atelier pour les gens à la recherche d'emploi, mais qui organise surtout le jeudi 3 novembre prochain un salon de l'emploi. Ça fait 10 ans qu'il n'y en a pas eu à Port-Cartier et la conjoncture y est quand même assez favorable. Hein? On a entendu parler récemment du projet éolien de 600 millions de dollars. Ça va faire des jobs à Port-Cartier. Il y a Arbeck Rémabec là, qui est en développement de sa nouvelle usine. Biomasse. Dans le cadre du Salon de l'emploi, il y aura des visites aussi chez Arcelor, je pense. Il y a le centre de santé. Actuellement, on a ouvert plusieurs postes là pour former l'équipe du futur McDonald's à Port-Cartier. Fait qu'il y a toutes sortes de jobs à Port-Cartier. C'est le temps de s'outiller justement pour appliquer sur ces emplois-là. Nadine Roussy est directrice de POPCO, l'organisme qui soutient les chercheurs d'emploi, et elle sera avec nous en fin d'émission vers 12h50. Avant cette série d'entrevues à Côte-Nord Attitude, on vous propose un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
Mais d'abord, les policiers recherchent toujours, oui, une personne qui a tenté de commettre un vol dimanche soir vers 20h30 dans une station-service du boulevard L'Or à Sept-Îles. L'homme s'est sauvé à pied. Plusieurs agents de la Sûreté du Québec ont ratissé le centre-ville dimanche soir. Ça a été très visible. L'enquête s'est poursuivie hier également. Le voleur était en possession d'une arme blanche. Personne n'a été blessé. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont parti après ça là sur Facebook où on parlait d'un voleur, un clown armé à Sept-Îles. Il semble qu'il y a des gens qui ont peut-être mélangé des choses. Là, en tout cas, du côté de la Sûreté du Québec, on n'a absolument rien qui a à voir avec un masque de clown dans cette histoire. On en entend beaucoup parler. Et ça vole l'imaginaire. La Sûreté du Québec de la MRC de Cette-Rivière et l'escouade des crimes majeurs ont réalisé jeudi une saisie importante de drogue, de plants et d'accessoires dans une serre de la rue Place du Repos à Matamec. Francis Rioux, 46 ans, est détenu depuis l'événement. Il comparaîtra aujourd'hui au palais de justice de Sept-Îles pour faire face à plusieurs chefs d'accusation, dont production et possession de cannabis pour en faire le trafic. Stéphanie Chabot, 27 ans, a été libérée sous condition. Les policiers ont saisi environ 2500 grammes de cannabis, 650 grammes de hashish, 600 plants et boutures de marijuana, de l'argent et des équipements. La saison des croisières a pris fin samedi à Sept-Îles avec la deuxième visite cet automne du Silver Whisper. Le bateau et ses 700 passagers et membres d'équipage a quitté le quai des croisières du port de Sept-Îles en début de soirée samedi. Basé à New York, le navire de la compagnie Silver Sea Cruise a effectué une première escale chez nous le 26 septembre. On s'en souvient, ce jour-là, il y avait 2 bateaux de croisière le même jour avec le Crystal Serenity. La corporation Destination Sept-Îles Nakawinanu a accueilli 4 bateaux de croisière en 2016. L'organisme responsable de l'accueil des croisières internationales à Sept-Îles célébrera son 10e anniversaire en 2017 et on attend le Queen Mary II en 2018. À Côte-Nord-Attitude, on attend aussi le chef d'escale Vincent Roy dans une vingtaine de minutes sur nos ondes. Le colloque Tchèque-à-Pêche 2016 propose à partir d'aujourd'hui plus de 50 ateliers et activités de formation, de réflexion et de partage. L'événement sur 3 jours accueille plus de 300 participants dans le hall du Cégep de Sept-Îles. Sous le thème « Partageons nos savoirs », le 7e colloque de l'Institut Tchèque-à-Pêche réunit pour la première fois les gens qui travaillent pour les conseils Innu de la Côte-Nord dans les secteurs de la langue, de la culture et de l'éducation. La directrice de la culture chez Tchèque-à-Pêche, Marie-Ève Volant, explique la démarche. Il fallait penser, sortir un peu de la zone scolaire pour rejoindre au niveau de la langue culture, donc des aînés, des artisans, des artistes, les élus aussi de chaque communauté, membres de l'Institut de Tchèque-à-Pêche. Puis quand on pense éducation, langue, culture, on est interreliés. Pour le jeune, notre élève qui s'en vient aussi, c'est important de travailler sur ces 3 aspects-là pour assurer un bon développement chez nos jeunes. Le colloque Tchèque-à-Pêche 2016 prévoit du 11 au 13 octobre des repas de mets traditionnels, un spectacle, plusieurs conférences et un cercle de discussion. Ben voilà pour ce bulletin d'information régionale. On est en pleine semaine de prévention des incendies au Québec et le chef pompier à la ville de Sept-Îles, Denis Jutras, sera avec nous dans quelques instants. Attitude. L'hiver peut nous tomber dessus n'importe quand. Comme quand vous laissez votre toit ouvrant ouvert toute la nuit après que la météo ait annoncé un ciel dégagé. Oups, c'est là que vous appréciez vos sièges chauffants. Quand vous en avez. Attendez l'hiver de pied ferme avec des pneus Bridgestone Blizzak de chez OK Pneus. Des pneus qui mordent dans la neige et la glace et vous donnent une confiance accrue dans les pires conditions hivernales. Les pneus Bridgestone chez OK Pneus. Passez chez OK Pneus à Sept-Îles au 111 Maltais, rencontrez François, notre spécialiste des pneus. L'automne est arrivé dans vos boutiques Iris de Sept-Îles et de Port-Cartier. Pour l'occasion, nous vous avons organisé des événements montures haut en couleur. Des montures chic classiques jusqu'aux montures complètement éclatées, chacun y trouvera son style. Venez nous voir les 12 et 13 octobre à votre boutique Iris de Sept-Îles et les 18, 19 et 20 octobre à votre Iris de Port-Cartier. Plusieurs nouvelles promotions sont également disponibles. Iris, l'expérience d'une meilleure vision. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
Ben, Tommy, on est dans la semaine de prévention des incendies. Monsieur Denis Jutras est avec nous. On va parler de quelques statistiques, mais surtout de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les incendies. Hein? C'est toute la semaine. Ça a commencé dimanche. Il y a toutes sortes d'activités au Québec. Bonjour, Monsieur Jutras. Bonjour. Ici à Sept-Îles, on travaille fort, les pompiers, là, dans la semaine de prévention. Est-ce qu'il y a des activités? Éteint tout va sortir dans nos écoles, peut-être, cette semaine? Probablement, mais c'est pas juste dans la semaine qu'on travaille fort. Ouais, hein? La prévention, c'est à l'année. Les ici. 51 autres semaines, je peux vous le dire, là, que ça travaille fort. Mm-hmm. Mais vos grosses activités de visibilité, c'est plus la porte ouverte, ce genre de choses-là. On les met pas nécessairement dans la semaine de prévention non plus. Non, c'est sûr, mais écoutez, concernant la porte ouverte, cette année, le ministre a fait une demande au niveau des services d'incendie de faire une journée porte ouverte là, dans la semaine de prévention, mais nous, on l'a fait au mois de juin. Ça va bien, les services d'incendie là, que je pourrais dire sont dans la région de Québec et Montréal parce que c'est un peu plus chaud qu'ici, mais quand on regarde là, que ce soit l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Gaspésie, faire des portes ouvertes là à ce temps-ci, c'était un peu exceptionnel la température qu'on a là, mais les années passées nous ont dit qu'on gèle. Ouais, c'est ça. Parce que veut pas vous manipuler de l'eau, vous manipulez de l'équipement, vous êtes à l'extérieur, on veut que les gens puissent profiter, visiter, parce que c'est de l'équipement qui est pour n'importe qui là, c'est de l'équipement qui est très impressionnant. Là. Oui, alors effectivement là, quand on parle, quand vous regardez là, soit sur les scènes d'intervention, la dernière édition qu'on a faite là, la ville concernant l'échelle aérienne, là, quand je vous dis qu'elle a déployé surtout le soir, la nuit, là, c'est impressionnant. Là, c'est la rencontre du troisième type, il y a de l'éclairage. Mais c'est haut, mais c'est des équipements qu'on a besoin effectivement. Mais on n'a pas juste l'échelle, on a des autopompes, des pompes citernes, des véhicules d'intervention, une remorque pour le sauvetage en route. Effectivement, on a de l'équipement. Une équipe de pompiers aussi, une bonne équipe bien formée de plus en plus. Puis Éteint tout qui fait sa part dans tout ça. Éteint tout est il très marche actif. auprès des jeunes. C'est un bon coup d'avoir cette donnée de mascotte. Je vous dirais les jeunes et moi je monte graduellement d'année en année dans l'échelle de l'expérience et donc je suis membre de la FADOC. Donc c'est pas juste les jeunes, je peux vous dire que la mascotte impressionne. Bon. C'est un beau contact, un beau premier contact. Des fois les gens osent pas. Bon, est-ce que je vais vraiment poser mes questions? Éteint tout crée un petit zone tampon où est-ce qu'on va aller voir Éteint tout, puis après ça, on va poser nos questions. Effectivement, on a réellement une belle mascotte ici à Sept-Îles. Moi, j'en ai vu d'autres services d'incendie, puis je suis pas ici pour dire quoi que ce soit ces autres services d'incendie, mais je peux vous dire que Éteint tout, c'est réellement une très belle mascotte. Ouais. Elle est dynamique quand on la regarde au premier regard. C'est sûr qu'il y a des enfants qui n'ont peur un peu au début, là, mais je peux vous dire que on a une belle mascotte, puis je peux vous dire qu'elle est vivante, puis elle est en joie. Hey, j'aime bien le thème cette année là, j'ai vu des capsules à part ça faites par des pompiers sur internet là, c'est la semaine de prévention des incendies. Le thème c'est le combat des chefs cette année parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup dans la cuisine d'une maison. Presque 45%, ça se peut-tu j'ai vu cette statistique là pour Sept-Îles là, 45% des feux. Au niveau de Sept-Îles, c'est 45% pour 2015, si on regarde les années passées, c'était 38%. Oh, c'est plus élevé que la moyenne provinciale. Ici, on parle du tiers pour le Québec, ici 45%. Oui, effectivement, mais comme je vous dis, c'est dans la cuisine qui est la majorité des causes d'incendie, c'est dans les cuisines que souvent ça se passe. Souvent c'est l'heure du souper, quoi, ou c'est souper, souvent le soir, finalement des feux de cuisson, c'est la cuisinière. Oui, c'est ça, effectivement. C'est et ce qu'on voit dans les nous on classe ça au niveau de la négligence, là. Ce sont les gens, ils vont mettre quelque chose sur le fourneau ou dans le fourneau, vont quitter c'est toujours 2-3 minutes, un ami, un téléphone, sont à l'extérieur soit du logement ou ils sont plus dans la cuisine, que ce soit pour aller s'occuper d'un enfant qui est dans le salon. Sur le divan. Et on oublie et c'est là malheureusement qu'on a des incendies. Parce qu'avec l'inattention, un poêle électrique, quelque forme que ce soit, c'est aussi dangereux que les poêles au gaz qui étaient plus courants dans les maisons avant ça là. Oui. Mais ça reste toujours, c'est le risque principal et ce qu'on déplore à Sept-Îles au niveau de la prévention, c'est les avertisseurs de fumée. Écoutez, on vient de terminer une campagne de visite résidentielle et encore 45% des gens, l'avertisseur de fumée n'est pas fonctionnel à cause qu'il manque la batterie, ils l'ont enlevé ou il est défectueux. Les gens procèdent pas aux vérifications mensuelles recommandées. On a pourtant une belle association avec les scouts ici. Là, Scout tombe pile, c'est un beau nom. Ça, je pensais que ça marchait bien. Ils donnent des bons conseils de prévention et surtout, eux offrent l'achat d'une batterie. Donc, le fait d'acheter une batterie que quelques dollars, ben on la remplace immédiatement. Donc, c'est fait
pour la prochaine année. Mais il faut pas oublier de vérifier notre avertisseur de fumée régulièrement. Et c'est ce qui tient en vie les personnes au début d'un incendie. Écoutez, encore les statistiques provinciales, près de la moitié des décès dans les résidences, c'est à cause de l'avertisseur n'était pas fonctionnel. Encore, écoutez, on parle de 300-400 victimes là, par année. Des fois, on voit ça aux nouvelles, c'est des familles au complet qui sont décimées. Là, c'est dramatique encore qu'en 2016, qu'on parle encore d'avertisseur de fumée. Avant ça, on associait ça à la journée où on change l'heure à l'automne. Là, c'est peut-être encore un bon réflexe à développer, hein? Oui, mais nous, au niveau de l'association, on avait à une certaine époque demandé aux compagnies de batterie de d'être prudents parce que souvent les compagnies disaient notre pile est bonne pour 10 ans. Il y a des compagnies de batterie, je n'aimerais pas les noms, qui vont garantir le pile pour 10 ans, mais garantir une pile, ça on n'est pas garanti tant que l'avertisseur est pas vérifié mensuellement. Est-ce que ça se peut qu'il y a même des avertisseurs qui sont vendus sans pouvoir changer la batterie? Il me semble que j'ai entendu ça dernièrement que l'avertisseur, on peut pas changer la batterie dedans, il est bon pour 10 ans. J'imagine que vous on dit achetez peu importe le type, mais changez vos batteries à tous les années. C'est de le vérifier. L'important, c'est d'apprendre les bonnes habitudes, qui est la vérification mensuelle d'avertisseur de fumée. Écoutez, comme je vous le dis, c'est une petite boîte de $10 qui, lors d'un début d'incendie, c'est la première appareil qui nous avise qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal à la maison, qu'il y a un danger, parce qu'il peut y avoir aussi des déclenchements, parce que quand la batterie va arriver, la pile tomber morte, il va se mettre à se déclencher ou autre. Mais c'est ça qui veille sur nous la nuit quand on dort. Ouais. Puis on le met en général proche de la cuisine ou qui peut capter ce qui se passe près des chambres. Partout. Idéalement, c'est le plus près possible là, des chambres à coucher. Mais dans la cuisine, c'est peut-être pas trop proche, l'endroit idéal, parce que quand vous ouvrez le fourneau, que l'eau a trop bouilli, ce qu'il y avait à l'intérieur peut déclencher l'avertisseur à la batterie. C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut évaluer à quel endroit qu'on les met, mais l'idéalement, c'est à chaque étage dans une résidence, puis le plus près possible des chambres. 45% pour la cuisine, mais il y a quand même la majorité des incendies sont donc ailleurs que dans la cuisine, hein? Salon, salle de séjour, salle de jeu, ça aussi c'est assez fréquent, on parle de 10%. C'est là qu'on laisse nos enfants, c'est l'endroit où on voudrait davantage de protection. Mais ça je peux vous dire au niveau des salons, salles de séjour, salles de jeu, souvent c'est des prises électriques. Ils sont surchargés. Faut acheter là des rallonges là approuvées là avec des surtensions ou quand il y a un gros circuit. Beaucoup d'appareils écoutez, des fois on va dans les résidences là, c'est une pieuvre là dans la prise électrique et une rallonge dans une rallonge dans une rallonge dans une multiprise dans une rallonge. Écoutez, oui, il y a toujours un risque d'incendie, mais quand on est rendu qu'on surcharge une prise de courant, il y aurait peut-être lieu de faire appel à un maître électricien, de se faire rajouter une prise de courant au lieu de surcharger les prises de courant. L'hiver s'en vient, c'est inévitable, même si on a eu un super mois d'octobre jusqu'à maintenant. Est-ce que les systèmes de chauffage, c'est encore souvent cause d'incendie? Dans nos statistiques et nos interventions, c'est 3 à 5 appels pour des feux de cheminée. Donc, c'est de dire aux gens de vérifier leurs appareils de combustion solide et au gaz, la même chose, là, parce qu'il y en a qui ont des poêles, des foyers au propane, parce que le gaz naturel n'est pas ici encore, là. Mais chauffage d'appoint, là, que ce soit là, les autres types de chauffage peuvent être solides. Mais c'est de vérifier l'appareil en tant que tel, de vérifier les conduits, les cheminées, s'assurer que tout est bien dégagé. Et quand les gens, moi j'entends des gens là, qui chauffent, qui vont utiliser 21 cordes de bois dans l'hiver ou 17 cordes, ramonez votre cheminée régulièrement. Ouais. Dites-moi, la prévention là d'une brigade incendie comme la ville de Sept-Îles, c'est beaucoup de travail, presque autant que le travail sur le terrain. On fait beaucoup de choses quand même. Oui, je peux vous dire qu'ici à la ville de Sept-Îles, autant les membres du conseil que la direction générale croient réellement à la protection du citoyen. Ça, je peux vous le dire parce que j'ai été ailleurs avant. Et ici, les argents qu'on nous autorise au niveau du budget sont réellement bien dépensés. Et au niveau de la prévention, je l'ai tout le temps dit, moi, plus on va faire de prévention, moins qu'on va avoir d'intervention. Mais l'intervention, on va toujours en avoir, là. C'est pas vrai qu'on va éliminer les incendies au Québec. Sauf qu'avec la formation, vous l'avez dit d'entrée de jeu, ici à Sept-Îles, les gens maintenant sont très bien formés. On a de l'équipement à la fine pointe de la technologie pour aider les gens sur les interventions. Nos camions sont vérifiés régulièrement. L'entretien au niveau de la ville, c'est fait, je peux vous le dire. Là, c'est propre dans une caserne. Mais écoutez, tout ça, quand vous regardez les stats, on est passé, écoutez, là, il y a pas une décennie là, à 2-3 millions par année de dommages.
et on est rendu dans le 450 000. Malheureusement, l'année passée, là, avec les stats, on frise le million. Là. Mais faut comprendre aussi que les réparations, je veux pas faire le débat là-dessus, là, mais il y a les coûts de rénovation maintenant là, qui ont explosé. Là, mais malgré tout ça, on a encore un niveau de perte qui est minime. Là. Puis on parle qu'on est passé là, une décennie de 90 incendies par année. Et quand on regarde les stats, on est rendu dans le 32-37 appels là. Par année, très bon. qu'on doit sortir. Bon. Là. Non, là, moi, je parle d'incendie de bâtiment. Là. Je vous parle pas des accidents d'automobile, des déclenchements de système d'alarme, le sauvetage en forêt, feu de forêt, feu de champ. Mais moi, je parle au niveau des incendies. On travaille très fort là-dessus. Et c'est ce que on veut faire. On veut diminuer le nombre d'incendies. Et si, malheureusement, il y a un incendie, qu'on soit capable, que les gens soient capables d'évacuer rapidement. C'est pour ça qu'on dit, vérifiez votre avertisseur de fumée. Ayez un plan d'évacuation à jour et connu de la famille. Et après ça, le niveau d'appel, que ce soit un système d'alarme qui est relié, ou d'appeler immédiatement le 911. Plus tôt qu'on est appelé, plus tôt on va arriver sur les lieux, plus on va diminuer les dommages. Et malheureusement, s'il y aurait quelqu'un qui est coincé à l'intérieur, on a beaucoup plus de chances à procéder au sauvetage. D'ailleurs, dernièrement, on a fait presque un sauvetage là, in extremis. Donc, le plus tôt qu'on est appelé, plus vite on répond, plus on va limiter les dommages, parce que les gens travaillent fort pour que ce soit... Oui, c'est vrai, on est assuré, mais les biens personnels, les souvenirs, ça se remplace pas, même si on pourrait remplacer une bague ou un tableau, mais les souvenirs personnels, là, les gens y tiennent beaucoup. En même temps, on vante beaucoup là les équipements, ce qu'on a à cette île puis tout ça, mais je pense qu'on sait toujours qu'il faut prévoir le pire. Hein? On est équipé pour des gros incendies, même si on est une petite ville ou une ville moyenne. Au Québec, c'est un peu ça. Hein? Oui. On se souvient de l'histoire au jardin de Chambord à un moment donné. Là, quand ça pogne dans des blocs comme ça, puis qu'il y a du monde en vie d'un bloc, faut être rapide et efficace. Effectivement. Vous me faites un retour dans le passé, mais je peux vous dire que quand je regarde les nouvelles, parce que il y a malheureusement des drames qui se passent ailleurs au Québec, mais c'est pas une question de faire un tableau comparatif, mais c'est juste pour vous dire qu'à cette île, on est équipé, on est organisé, on est formé, on est structuré. Écoutez, il y a 10 logements qu'on avait été capable de garder debout. C'est sûr que le bâtiment tenait dans une pièce, il pouvait pas maintenir les unités qui ont resté debout, mais on parle de 6 logements là, qui étaient détruits. Là. Puis c'était majeur quand on est arrivé là. C'était pas quelque chose de petit. Puis quand on regarde ailleurs, ils parlent de 20 logements, le 28 logements, un 32 logements perdus au complet. Je veux dire... En terminant, cette île, c'est grand. On est bon. Ben oui, il faut le dire. Faut se taper bretelle de temps en temps. Hein, cette île, c'est grand. En terminant, c'est un petit peu réorganisé. La caserne, là, on est capable d'aller jusqu'à Clark City, jusqu'à Matamec assez rapidement. Ben écoutez, rapidement, Matamec, on peut pas aller plus vite qu'un véhicule peut se déplacer sur la route. Il faut comprendre que les gros camions, c'est pas comme les véhicules légers. Là, puis là, c'est pas une question de dire, ben il faut rouler plus vite avec des plus petits véhicules. Mais malgré tout ça, le déploiement, on a un schéma de couverture de risque. Nous, on couvre la rivière au boulot, aller jusqu'à Galix, là, qui est la côte. Ça fait grand baptême pour centraliser ça au centre-ville de cette on est dans le île, milieu. On est en plein milieu du territoire. Et puis on fait le mieux qu'on peut avec qu'est-ce qu'on a. Puis je peux vous dire qu'on est... oui, le schéma va donner un délai de 35 minutes. Puis quand on parle de 35 minutes ou 25 minutes, ça veut pas dire que ça prend 25 minutes avant que le premier véhicule arrive. Ça veut dire qu'au schéma, si on a 25 minutes, ça veut dire qu'on a 25 minutes pour déployer toutes les ressources humaines, tous les véhicules qu'on a besoin. Et souvent, on est 3-4 minutes en dessous de notre schéma. C'est pour ça que c'est important que les gens appellent dès le signalement d'un incendie, parce que ça réduit le temps d'intervention. Effectivement. Bon, ben là-dessus aussi, on est bon, tabarnouche, même pour intervenir rapidement, pas juste efficacement. On va vous souhaiter une bonne... Il faut le faire sécuritairement aussi. Faut oublier ça, là. On n'a pas d'accident, on n'a pas... Non, on travaille fort, je vous le dis. Les gens sont consciencieux de ce qu'ils font, puis on travaille fort pour ça. Ben, on va vous souhaiter une bonne semaine de prévention. On vous souhaitera pas d'incendie pour pouvoir tout faire le travail, justement, prévu en prévention. Merci. Et comme je réitère l'invitation aux gens de... pas nécessairement cette semaine, mais de prendre les bonnes habitudes, de vérifier les avertisseurs de fumée. Et quand tu vois qu'il y a une défectuosité ou autre, c'est de s'assurer immédiatement que ça soit remplacé. Dites-moi, les pompiers de cette île nous préparent-ils une surprise pour l'Halloween cette année? C'était beau devant la caserne l'an dernier. Les gens deviennent, je peux vous dire, d'année en année, imaginatifs. Chaque année, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour l'Halloween chez les pompiers. Écoutez, j'ai des gens qui travaillent au niveau de l'Halloween. Ils me tiennent pas au courant. Fait que je suis pas capable de rien vous dire. Là. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Ben merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord Attitude.
Voyons donc, es-tu correct? Oui. Je viens d'apprendre que pour seulement 133 $ par mois, TELUS m'offre la téléphonie 150 et Internet optique 50 ultra rapide et le nouveau service téléoptique 4K avec une qualité d'image renversante. Ça m'a littéralement jeté à terre. Hey, une chance qu'ils n'ont pas fait une offre explosive. Profitez de la technologie renversante du combo Optique 50 de TELUS à partir de seulement 133 $ par mois. Les conditions s'appliquent. Détails sur telusquebec.com ou chez MD Communications à Sept-Îles. Ici Bertrand Godin. Chez Monsieur Muffler, c'est déjà le temps des pneus d'hiver. Économisez 70 $ à l'achat de 4 pneus Michelin. Voyez toutes nos promotions au monsieurmuffler.com. Quoi de mieux qu'une vérification préventive de votre voiture avant l'hiver? Monsieur Muffler, ça se répare. Venez rencontrer l'ambassadrice design BMR, Valérie Taillefer, chez BMR Lormat de Sept-Îles, vendredi et samedi, les 14 et 15 octobre. Animatrice à Canal Vie et chroniqueuse pour les idées de ma maison, Valérie Taillefer est la personne idéale pour bien vous conseiller pour tous vos projets déco. BMR Lormat vous offrira plusieurs spéciaux en magasin pour l'occasion. Un rendez-vous à ne pas manquer, vendredi et samedi, 14 et 15 octobre, avec Valérie Taillefer, à votre BMR Lormat de Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. C'est samedi que la saison des croisières a pris fin chez nous à Sept-Îles. C'était la deuxième visite de l'automne du Silver Whisper. T'es allé le voir, Tommy? J'ai vu beaucoup de photos. J'étais assez occupé en fin de semaine. Fait que j'ai pas pu me déplacer, mais je suis vraiment pas loin, là. Fait que je suis sûr que si j'aurais regardé vers la mer de chez moi, j'aurais probablement vu le Silver Whisper. Mais je l'avais déjà vu. Il est déjà venu cette année. C'était un deuxième passage. Visite, oui. Puis justement, on va faire un petit bilan de cette saison qui s'est passée pas mal concentrée à l'automne avec le chef d'escale par intérim de Destination Sept-Îles, Vincent Roy-Bérubé. Bonjour. Bonjour Tommy, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très bien. Merci de me recevoir. Ça nous fait bien plaisir. Donc ce matin, vous étiez occupé à ranger l'équipement. Une fois la saison terminée comme ça, l'automne arrivé, on range l'équipement. Écoutez, oui, c'est ça se passe très très vite. Là, une fois que la saison est terminée, nous, on est vraiment dans le démontage. Là, un démontage qui prend quelques journées quand même, étant donné qu'on a le chapiteau est déjà démonté. Le chapiteau en partie. En fait, l'intérieur est pas mal vidé. Et puis, dans les prochains jours, vous allez voir, là, déjà, la structure va être démontée. On a hâte d'avoir une structure permanente? Bien ça, écoutez, c'est sûr et certain, c'est ce qu'on vise. Puis je pense qu'à long terme, on est tout bien placé ici là sur le Saint-Laurent pour pouvoir avoir notre structure à nous-mêmes. Ouais, c'est à suivre. Il y en a des belles ailleurs, construits en partenariat avec nos gouvernements. Quand on a parlé avec le ministre d'Amour, Jean D'Amour, là, qui est responsable de la stratégie maritime, la dernière fois lors de son passage, la question lui a été posée. Je pense qu'il était pas mal au courant. Je pense que le message lui avait déjà été porté. J'imagine, on va souhaiter avoir des réponses bientôt. Votre bilan que vous tracez après la venue de ces 4 navires, comment on qualifie cette saison? Écoutez, c'est une saison exceptionnelle qui s'est extrêmement bien déroulée. Comme vous le saviez, là, le 26, pardonnez-moi, il y avait un défi à relever, clairement. Au niveau logistique, c'était quelque chose qui représentait là quelque chose de gros pour la destination. Et ça s'est passé de façon exceptionnelle. On n'aurait pas pu imaginer des scénarios plus positifs que ça. Ça faisait déjà combien les rebonds de monde, sont très la même journée? Pardon? Ça faisait combien de monde la même journée, les deux croisières du 26 là? Ça donnait 22 écoutez, 4000 ou 400 personnes? Ouais, c'est ça. On était juste en deçà, près de 3000 personnes, je vous dirais. Ouais, on était près du 3000 passagers membres d'équipage là au total. Donc ça donne un bon défi. Ouais, effectivement. Comme vous le saviez, double escale, 2 sites à gérer en même temps. Ça aussi, c'était une particularité de cette journée-là. Ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Écoutez, c'est comme je vous dis, les rebonds de l'industrie sont extrêmement positifs. On nous regardait cette journée-là, effectivement. Et puis, ça s'est super bien passé. Est-ce que le fait, oui, on recevait 2 bateaux en même temps, donc il y avait une question de pression logistique qu'on se donnait nous-mêmes. Mais comme tu viens de dire, l'industrie nous regardait à ce moment-là pour voir si on était capable de répondre à la demande et travailler sous pression. Est-ce que ça donnait une inquiétude de plus de bien répondre? Écoute, Tommy, nous, on se prépare sur ce scénario-là depuis près d'1 an. Là. C'est quelque chose avec lequel on devait conjuguer. On était au courant de la double escale depuis un bon moment. C'était pas une surprise. C'était pas une surprise. Et comme je vous avais déjà dit dans le passé aussi, on était vraiment bien outillés pour faire face à cette journée-là. La synergie aussi, ce qui est ressorti de ça, là, moi, au-delà du stress puis de la pression logistique,
c'est cette belle synergie-là qu'on a eue avec, notamment avec le port de Sept-Îles, qui a mis à profit son personnel, pour nous aider lors de cette journée-là. C'était quelque chose d'extrêmement beau à voir, puis c'est d'extrêmement positif aussi, parce qu'on a vu encore une fois, pas parce qu'on le savait pas, mais de façon encore plus claire, qu'on avait le support non seulement de la population, mais aussi de nos intervenants, de nos partenaires. C'est extrêmement beau à voir ça. Tu parlais de l'industrie qui vous regardait. Tous les navires qui sont venus durant cette saison automnale, c'est tous des navires qui ont déjà mouillé à cette île. Est-ce que notre escale commence à devenir une escale de choix de certaines industries de croisière? Ben, c'est très certainement un signe qu'on nous fait confiance, qu'on nous refait confiance d'année en année. Effectivement, oui, vous l'avez mentionné, Silver Whisper, le Silver Seas, qui est revenu encore cette année. On a reçu d'autres bateaux de cette ligne de croisière-là. Ça, c'est très, très, très apprécié. Et ça, c'est quelque chose que vous allez revoir aussi pour les années à suivre. Mais à ça va se rajouter, vous allez voir, là, on a des belles annonces à faire là pour les prochains mois, de nouveaux bateaux, de nouvelles lignes qui sont positionnées présentement sur le Saint-Laurent et qui vont venir nous visiter aussi dans les années à venir. Alors ça aussi, ça va être à suivre. Tout ce qu'il faut pour célébrer, c'est votre 10e anniversaire l'an prochain, hein? Oui, effectivement. Il va y avoir des belles choses qui vont s'en venir. Il va y avoir des célébrations, oui, autour notamment du 10e anniversaire de l'organisation, mais aussi de la venue du Queen Mary, effectivement, dans 2 ans. Ouais. On va y revenir en fin d'entrevue. Je voulais savoir, est-ce qu'on se dit seulement 4 navires? Parce que c'est l'année 2016, c'est passé tout à l'automne, 4 navires. Est-ce qu'on se dit seulement 4 cette année? Seulement 4 cette année. Et nous, le calendrier tel qu'il était monté, il comprenait 4 navires. Mais ça, je mettrais jamais assez l'accent là-dessus. Au-delà du nombre de navires, il faut vraiment, vraiment regarder le nombre de passagers de membres d'équipage. Parce que les retombées, c'est là qu'ils vont être cherchés. On peut avoir 10 navires de taille moyenne de 300 à 400 personnes. Ou 2 Queen Mary. Ou 2 Queen Mary, oui, effectivement, ce qui serait vraiment génial. Puis on saura se dire si ça va arriver un jour. On est très bien positionné pour que ça se passe. Mais c'est vraiment le nombre de passagers de membres d'équipage qu'il faut regarder. Et cette année, si on regarde ce nombre-là, eh bien, on suit la tendance. Là, on est encore en croissance, en fait. Donc, Queen Mary, on se prépare pour 2018. C'est encore dans quelques temps, mais on doit le préparer d'avance. Là. Effectivement, ce bateau-là, comme n'importe quel bateau, il y a tout un travail qui est fait en amont de tout ça. Puis, le Queen Mary, oui, effectivement, on travaille déjà sur les scénarios. Vous avez dit tantôt que ça allait être la fête. Effectivement, il va y avoir un paquet d'activités, des célébrations qui vont être organisées autour de sa venue. Et ça, c'est des trucs sur lesquels on penche déjà 2 ans avant la venue. J'imagine qu'on jase un peu avec ceux qui l'ont reçu dans les dernières semaines, dans les derniers jours, pour voir comment ça s'est passé, ajuster un petit peu le tir de notre côté. Oui, effectivement, on regarde toujours ce qui est fait ailleurs. Effectivement, c'est toujours un très très bon indicateur de ce qu'on peut faire ici. On a énormément à apprendre aussi des autres escales avec qui on a des partenariats incroyables. On est en fait sous l'association des croisières du Saint-Laurent. On fait partie d'un réseau essentiellement. On travaille tous ensemble. On est tous dans la même visée. En fait, c'est de faire en sorte que l'escale Saint-Laurent, le Saint-Laurent, soit mis sur la map mondiale. Et comme dernière question, je vois par vos affiches, vos communications. Destination Sept-Îles, est-ce qu'on a délaissé le Nakawinanu? Il me semble on le voit de moins en moins présent dans vos affiches ou dans vos écrits. Ah, eh bien non. C'est une observation, écoute, que j'ai pour la première fois. Non, le Nakawinanu, qui veut dire aussi destination, n'est pas délaissé. Ça, je vous l'annonce. Vous allez voir, vous avez sûrement pu avoir la chance de voir sur notre chapiteau aussi qu'on essayait de mettre la langue Innu de l'avant. Oui, le Kwekwe. Oui, effectivement. Au-delà du Kwekwe, on avait aussi des panneaux d'interprétation qui étaient en Innu aussi. Il y a aussi quelque chose de très très beau qui a été initié par BMR, qui était un de nos partenaires cette année, qui a lui pris l'initiative de traduire son affiche publicitaire en Innu aussi. Non, le Nakawinanu, il n'est pas mis de côté. Quand vous dites que vous voyez Destination Sept-Îles seul, pour plusieurs raisons, là, il va arriver qu'on va utiliser Destination Sept-Îles tout seul. Il s'agit qu'une question de positionnement, mais le Nakawinanu va toujours faire partie. La donne autochtone est très importante. D'ailleurs, c'est la culture Innu qui est très appréciée de la clientèle. Hein. C'est un peu le produit d'appel encore depuis 10 ans même là pour les croisières internationales. Oui, effectivement, le fait autochtone est très 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 important. Et il faut pas oublier aussi que c'est un peu le fait autochtone qui est à l'instance du développement des croisières ici
à cette île. Ce n'est pas que le fait autochtone, mais c'est important de le mentionner. Cette donne-là est très, très, très importante. C'est quelque chose qui est beaucoup recherché par l'industrie. La culture autochtone, oui, fait partie de nos produits d'appel. Puis les couleurs sont choyées, les visiteurs de l'automne, il fait super beau, puis on vient, c'est pour ça que c'est à l'automne, hein. Les gens dans le Saint-Laurent, c'est les couleurs qui attirent les croisières internationales. Ben, c'est ce qui a attiré effectivement les gens initialement. Et c'est sûr que les couleurs là présentement là, ils sont très très belles. Chez nous encore plus que vers le sud, parce que là ça commence au sud du Québec. Mais ici ils en ont eu pour leur argent. Là. C'était vraiment très 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 exceptionnel là, au niveau des couleurs et de la belle température cette fois-ci. Mais faut pas oublier que comme j'expliquais aussi lors d'autres entrevues, la raison initiale pour laquelle les bateaux on les recevait l'automne, c'était à cause du repositionnement des bateaux en Méditerranée essentiellement. Là, de plus en plus, on recherche d'autres destinations. Ce repositionnement-là est en train de s'exploser. En fait, c'est que on va avoir des bateaux là de plus en plus qu'on va pouvoir voir l'été et même l'hiver. Écoutez, la saison est limitée à ça au départ, mais là, je vous le dis, il y a des belles choses qui s'en viennent pour les années prochaines et on recherche des nouvelles destinations et cette île est tout bien positionnée pour pouvoir accueillir de plus en plus de bateaux. On va attendre ces annonces-là. D'ici là, on va continuer de regarder vers le bas de la ville pour voir ces magnifiques navires. Vincent Roy-Bérubé, chef d'escale par intérim de Destination Sept-Îles Nakawinanu. Une petite dernière chose, rapidement. Oui, très, très, très rapidement. J'aimerais, je vais pas tous les nommer malheureusement parce qu'on n'a pas le temps, mais je voudrais remercier tous les partenaires intervenants qui ont fait en sorte de réaliser cette belle saison des croisières-là. Sans vous, ça aurait été seulement pas possible. C'est très important de vous mentionner. On apprécie énormément l'aide que vous nous offrez. Puis, on est vraiment content de la belle synergie qui est ressortie de cette saison-ci. L'appel sera lancé. Vincent, merci beaucoup. Merci. Et dans quelques instants, on s'entretient avec Guillaume Tremblay, le président de la CSN Côte-Nord, pour parler de la campagne 5-10-15 qui réclame entre autres un salaire minimum à 15 $ l'heure au Québec. Attitude. Écoutez le vent qui souffle à travers une porte de garage ordinaire. Et maintenant, écoutez le vent à travers une porte de garage de qualité Garaga. Ordinaire. Garaga. Vous avez remarqué la différence? Constatez la différence chez Vitrerie Nord-Cristal. 968-87-96, 968-87-96. Attitude. Le Conseil central Côte-Nord de la CSN tenait une conférence de presse ce vendredi. C'est que c'est la journée mondiale sur le travail décent et on lance la campagne 5-10-15. Guillaume Tremblay est toujours président de la CSN Côte-Nord. Bonjour, Guillaume Tremblay. Bonjour à vous. On était du côté de Bécomo ce matin avec des partenaires du milieu communautaire. Là, le salaire minimum à 15 $, c'est ce qu'on demande pour la Côte-Nord comme partout au Québec, hein? Tout à fait. En fait, nous, pour la CSN, ça s'inscrit dans ce qu'on fait comme action, notamment pour la lutte contre les inégalités sociales et aussi la lutte contre la pauvreté. On pense que de hausser le salaire à 15 $ l'heure, ça viendrait un peu réduire là, cette problématique-là que nous avons, là, notamment, entre autres, sur les inégalités sociales qui sont de plus en plus grandes. Je pensais que c'était un dossier de la FTQ, là, le salaire minimum à 15 $. C'est eux qui ont lancé un peu l'idée il y a quelques semaines. Ben, je pense que tous les syndicats, ça rejoint tous les syndicats au Québec, là. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que la FTQ, il y a nous comme CSN aussi qui sont sur ce dossier-là. En fait, toutes les organisations syndicales sont sur cette question-là. Il y a également des groupes là, de la société civile, des groupes communautaires notamment, on est sur cette question-là. En fait, nous, ce qu'on souhaite comme CSN, c'est d'avoir la coalition la plus large possible pour mener ce débat-là le plus loin possible. Puis moi, je pense qu'il faut que ce débat-là c'est un débat politique, en fait, parce qu'on parle d'enjeux de société qui sont quand même importants, de vouloir hausser le salaire minimum, mais en fait, à chaque fois qu'on parle de hausser le salaire minimum, ça fait longtemps qu'on réclame qu'on se penche sur cette question-là comme organisation syndicale. Donc, il y a d'autres organisations syndicales qui sont au front sur cette question-là. Et pourquoi on veut une coalition large? C'est pour s'entendre sur les modalités de comment on peut faire ça. Et ça, autant du côté de la FTQ que du côté de la CSN, au niveau provincial, ces gens-là se parlent sur cette question-là, entre autres. Oui, et la journée mondiale sur le travail décent, c'est pas seulement la campagne pour le 15 $ de l'heure. Là, on parle d'une campagne 5-10-15. Le 5, c'est pour que les gens aient droit à leur horaire de travail au moins 5 jours d'avance. Le 10, c'est pour que les gens aient droit
à 10 jours de congé de maladie là ou pour leur obligation familiale là, pendant une année. C'est des choses qui sont pas dans les normes du travail là au Québec. C'est ça. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est de relever les normes du travail, évidemment. Bon, et on le sait là qu'on est de plus en plus dans des milieux de travail où on appelle ça, où on a des horaires atypiques. On sait pas d'avance sur quel horaire on se retrouve. Ça fait que avec les obligations familiales parfois qu'on a dans nos vies respectives, ben ça amène toutes sortes de problèmes. Ça fait que minimalement, si on était capable de savoir un peu longtemps d'avance, en tout cas minimalement 5 jours à l'avance, quel horaire on va avoir la semaine d'après, ben ça pourrait venir aider au niveau de la conciliation travail-famille. C'est la même chose pour les 10 jours de congé qu'on souhaite avoir, là, toujours dans l'objectif d'améliorer entre autres la conciliation travail-famille, ou s'il y a de la maladie, si toi-même comme travailleur t'es malade, ben tu peux réclamer des jours de maladie. Malheureusement, les normes du travail vont pas aussi loin que ça. Ça fait que c'est ce qu'on demande de relever également là, en plus du salaire. Dans la fonction publique, dans nos grandes entreprises, que ce soit des travailleurs syndiqués ou non, là chez Aluminerie Alouette, Rio Tinto, du côté de Bécomo, Alcoa, on a de bien meilleures conditions de travail que ce qu'on demande aujourd'hui. Là, on travaille un peu pour les gens qui sont dans des petites entreprises, dans des secteurs comme les commerces au détail, ces choses-là. Hein? Ben, c'est sûr que ceux qui sont aux normes minimum là, des normes du travail, bon, évidemment, eux, ils vont s'améliorer beaucoup, mais on pense que en faisant ça pour ces gens-là, justement, ça va niveler par le haut ceux qui gagnent plus cher que 15 $ l'heure. C'est-à-dire que parce que le salaire médian sur la Côte-Nord, il tourne autour de 20 $ de l'heure actuellement. Mais évidemment, si on augmente le salaire minimum, puis on le voit à chaque fois que le salaire minimum augmente, ça fait en sorte que quand tu renégocies une convention collective, ça vient aider tout le monde à hausser son salaire. Même ceux qui gagnent plus, parce qu'on y va toujours avec une référence, et souvent la référence, c'est le salaire minimum, parce que c'est ça qui est normé là, par rapport aux normes du travail. Ça fait que souvent, on se base un peu là-dessus. Évidemment, on regarde aussi dans l'ensemble de l'industrie qu'est-ce qui se gagne ailleurs, là, dépendamment du secteur d'activité qu'on est. Mais c'est clair que pour nous, si on augmente le salaire minimum à 15$, ça va avoir un effet de nivellement par le haut. Ça fait que ça, pour nous, ça serait intéressant. Puis ça serait intéressant pour tout le monde, en fait. Là. Tout le monde, il gagnerait à augmenter le salaire minimum, incluant aussi ceux qui gagnent plus cher actuellement. Puis je vous dirais que vous parlez de la Journée mondiale du travail décent. Il y a aujourd'hui, quand on regarde le marché du travail en tant que tel, c'est pas facile le marché du travail. Évidemment, bon, il y a des comparaisons qui se font là. Vous avez parlé de la grande entreprise entre autres qui ont des conditions de travail intéressantes, mais les gens qui travaillent dans ces milieux de travail là, ils ont quand même des défis et des enjeux importants à relever, même si leurs conditions de travail sont beaucoup plus intéressantes là que ceux qui gagnent le salaire minimum en fait. Oui, des syndiqués au salaire minimum sur la Côte-Nord, il ne doit pas en avoir beaucoup. D'ailleurs, on était avec le porte-parole de la table des groupes populaires de la Côte-Nord, Michel Savard, et Action Chômage Haute-Côte-Nord également, Lynn Sirois qui était là à la conférence de presse dans le cadre de la Journée mondiale pour le travail décent. Le premier ministre Couillard a laissé entendre que c'était pas réaliste une demande de mettre le salaire minimum à 15$ de l'heure. Il n'y a pas des risques de perte d'emploi en changeant les règles du jeu comme ça? Ben, en fait, moi, la première question que je lui poserais à M. Couillard, c'est est-ce que c'est réaliste de gagner 20 000$ par année? Parce que quand tu gagnes 10 et 75$, ça te donne autour de 20 000$ par année, et là, tu es en dessous du seuil de la pauvreté. Et il y a beaucoup de gens, en fait, il y a plus de 200 000 personnes qui ont le salaire minimum actuellement au Québec, et ces gens-là, là, on le voit de plus en plus, là, entre autres, qui ont recours aux banques alimentaires, notamment pour essayer de combler là, des besoins qu'ils sont pas capables de combler, notamment là, avec la nourriture qui augmente, on le sait, avec le coût de la vie qui augmente rapidement. Est-ce que M. Couillard trouve ça normal que quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, qui a un emploi stable, mais qui gagne 10$ l'heure, est-ce que ça serait suffisant pour lui, ça? Moi, je pense qu'on devrait lui poser la question, puis je suis pas sûr que lui serait capable de subvenir à ses besoins s'il gagnait ce salaire-là. Puis quand vous parlez de perte d'emploi, évidemment, au niveau de l'inflation que ça pourrait créer, nous, le pari que nous prenons aussi à ce niveau-là, c'est qu'on est convaincu qu'en donnant plus d'argent à plus de monde, je vous parlais de 200 000 travailleurs, mais le quart des travailleurs gagnent 15$ et moins. En donnant plus d'argent à tout le monde, l'activité économique que cela va générer, c'est clair que pour nous, ça va être bien mieux que le peu d'inflation qui pourrait survenir autour de ça. Et par rapport à ça, M. Saint-Pierre, l'exercice ou l'exemple que je peux vous donner, qui est très frappant, dépanneur Couche-Tard, pas plus tard
qu'hier, ils ont augmenté le prix de l'essence de 6 cents. Là. Ben, allez demander au 12 caissier... 12 cents à cette île. Pardon? C'est un bon 12 cents à cette île. Bon, 12 cents, c'est encore pire. Ben, allez demander au caissier si c'est à cause de son salaire qui a augmenté. C'est pas du tout la raison pourquoi le prix de l'essence a augmenté, mais par contre, ceux qui sont à 10 $ et 75 $, là, ben eux, là, ils vivent avec un coût de l'essence à 12 cents plus cher. Puis ça, ben, c'est pas dû à l'inflation du salaire du caissier ou de la personne qui travaille dans le dépanneur. Ça fait que c'est sûr que les associations patronales, eux, ils font ce débat-là sur une base économique. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut le faire sur une base plus large, sur des enjeux de société où on générerait plus d'argent parce que il y a un grand nombre de personnes qui gagneraient plus d'argent, ce qui ferait en sorte qu'il y aurait une activité économique qui serait plus forte. Donc, pour le peu d'inflation que ça ferait, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la masse salariale d'une entreprise, ça représente pas tous les coûts d'exploitation d'une entreprise. Ça fait que ça peut faire partie de 30% de l'exploitation d'une entreprise. Donc, pour nous, c'est clair que ça, là, cet argument-là, pour nous, là, est pas du tout justifié, puis on serait prêt à en débattre n'importe quand avec les associations patronales. Ouais, mais quand même, c'est pas tous des gens à temps plein 40 heures là qui dépendent entièrement d'un salaire minimum seulement. Là, il y a des gens que c'est le deuxième revenu. Il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent au salaire minimum 10-15 heures semaine, c'est leur revenu d'appoint à le prêt bourse ou des jeunes aussi. La réalité, c'est un peu ça aussi là quand même. J'imagine qu'on l'a considéré tout ça. Alors, moi, je vous dirais là qu'il faut faire attention parce que justement, nous avons sorti ces éléments-là, ces chiffres-là, là, et c'est plus de la plupart des gens que je vous mentionnais qui étaient au salaire minimum, là, il y en a 40% là-dedans qui ont plus de 24 ans. Ça fait qu'on n'est pas nécessairement avec les étudiants, là, ceux qui ont plus de 24 ans, là, actuellement, là, on se comprend qu'ils sont plus aux études pour la plupart des cas. Il y en a peut-être que oui, ils sont aux études. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on veut une coalition large, puis on veut un débat public avec le gouvernement du Québec autour de cette question-là. Et s'il y a des exemples qu'il faut dresser, s'il y a des exemples qu'il faut adresser par rapport à des secteurs particuliers ou des groupes d'individus particuliers, vous l'avez nommé les étudiants, ben on le fera, on se penchera sur cette question-là. Mais actuellement, là, toutes les indications que nous avons, quand je vous dis que c'est plus de 200 000 personnes qui travaillent, soit 6% de la main-d'œuvre, puis il y a 40% de ces gens-là qui sont au salaire minimum, qui ont plus de 24 ans, on parle pas juste des étudiants, là. En terminant, M. Tremblay, j'espère que vous allez inclure dans la réflexion et même dans les revendications de la CSN, là, l'abolition du trou noir sur la Côte-Nord. Ça, c'est un vrai problème de pauvreté. On se retrouve des fois plusieurs semaines là, entre nos prestations d'assurance chômage sont terminées, puis le travail saisonnier est pas repris. Là. Je pense à l'industrie de la pêche, mais à l'industrie touristique également. J'imagine qu'on veut s'attaquer à ça aussi. Là, quand on parle de lutter contre la pauvreté, ça serait une bonne façon. Ça fait longtemps que comme organisation syndicale, avec Action Chômage Haute-Côte-Nord, on est en front commun sur cette lutte-là, l'assurance emploi. Évidemment, on a éliminé là toute la réforme que les conservateurs de M. Harper avaient amenée. Là, ça, on a été capable de la mettre de côté. Bon, on a eu des rencontres avec le nouveau gouvernement qui est en place actuellement. On a fait des progrès, je vous dirais, par rapport à l'assurance emploi, mais on a encore beaucoup de travail, notamment avec ce que vous dites, là, le travail saisonnier, les travailleurs saisonniers, par rapport au trou noir. On se compare avec la Gaspésie, ça nous prend beaucoup plus d'heures que les gens de la Gaspésie pour bénéficier de plus de semaines. Il y a encore un travail à faire là, comme Côte-Nord, pour justement garantir une vie plus décente entre le travail, parce que l'assurance emploi, c'est intimement lié au monde du travail. Vous avez tout à fait raison à ce niveau-là. Puis on va poursuivre cette lutte-là, notamment avec une signature de carte postale, et on va rencontrer d'ici décembre le gouvernement libéral sur cette question-là pour continuer à faire progresser ce dossier-là qui est vital pour une économie comme la Côte-Nord. Pour la Côte-Nord, la Journée mondiale sur le travail décent, c'était le lancement de la campagne 5-10-15 avec le Conseil central de la CSN Côte-Nord. Il y a d'autres activités, ça se continue cette campagne-là jusqu'au 17 octobre, hein? Oui, jusqu'au 17 octobre, il y a beaucoup d'activités au niveau provincial. Nous, là, la première exercice qu'on va faire comme organisation syndicale, c'est qu'on va débarquer dans nos syndicats. On a une assemblée générale avec nos syndicats qui s'en vient très bientôt, là. Puis on va la traiter, cette question-là, on va l'adresser. Puis on va en débattre entre nous parce que ça soulève quand même un bon nombre de questions. Puis il faut avoir ce débat-là avec nos membres pour ensuite se mobiliser puis essayer de pousser cette revendication-là plus loin. Eh bien, Guillaume Tremblay, président du Conseil central de la CSN, un gros merci pour cette entrevue. Merci à vous. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Attitude.
Pur FM 94.1. Vous le savez comme moi, Guy Jodoin, je fais zéro compromis grâce à Super C. Il y a tout plein de façons d'économiser sur mon épicerie. Et cette semaine, je vous dis que je vais en faire des grosses économies. Jusqu'au 12 octobre chez Super C, le roast beef du roi Bardé est à seulement 3,49 la livre. Et le sirop d'érable irrésistible format 540 ml est au super bas prix de 4,99. C'est le temps d'en profiter. C'est pas beau, ça. Profitez-en, vous aussi. Super C, c'est toujours frais, toujours en stock, toujours à bas prix. Garantie. Les conditions s'appliquent, voir superc.ca. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. On va parler d'un salon de l'emploi qui s'en vient à Port-Cartier, mais aussi d'ateliers pour les chercheurs d'emploi. Là, une activité qui est prévue ce soir. Il y a un organisme qui intervient auprès des gens à la recherche d'emploi dans la ville de Port-Cartier. Ça s'appelle POPCO. Ça a quand même 35 ans. Et Madame Nadine Roussy en est la directrice. Bonjour, Madame Roussy. Bonjour. De belles activités qui s'en viennent. Dès ce soir, les chercheurs d'emploi ont rendez-vous chez vous. Je pense que POPCO, c'est quand même assez connu, hein, à Port-Cartier. Depuis 35 ans qu'on est présent dans le milieu. Oui, ça fait déjà 35 ans qu'on existe à Port-Cartier, même un petit peu plus de 35 ans. C'est certain que nous, notre mission de base, c'est l'alphabétisation, mais on a quand même un gros volet de nos services là, qui est en lien avec les chercheurs d'emploi. Oui, moi je suis habitué aux organisations à Sept-Îles. On a Alpha Lyra et Action Emploi Sept-Îles. Vous autres, à Port-Cartier, vous faites les deux missions. Ça vous fait pas mal d'ouvrages quand même? Oui, c'est certain. Par contre, c'est ça, à Port-Cartier, bien souvent, les organismes communautaires font plusieurs missions, étant donné qu'on a un moins gros bassin de population. Ce qui s'en vient du côté de POPCO à Port-Cartier, c'est beaucoup le Salon de l'emploi. Ça va avoir lieu le jeudi 3 novembre. Je pense que c'est un grand événement. Il va y avoir plusieurs kiosques. Les employeurs, les grands employeurs de la région seront représentés. On pense à Alouette, à Arcelor, à Arbec également. C'est donc, on se prépare depuis un petit bout de temps. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu de Salon de l'emploi à Port-Cartier. Oui, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on n'a pas fait l'organisation d'un salon. Ça fait qu'on recommence ça cette année. Jusqu'à maintenant, on a à peu près une quinzaine d'entreprises qui ont confirmé leur présence au salon. Donc, on les invite à nous téléphoner si d'autres entreprises sont intéressées à y être présentes. Oui, puis il n'est pas trop tard, justement, si on veut se rajouter. Pas seulement des entreprises, des organisations comme le Centre AW Gagné à Sept-Îles, le Cégep, tout ce qui est formation professionnelle, c'est drôlement intéressant d'un salon de l'emploi, ça aussi. Oui, c'est ça. Ils sont invités aussi à en faire partie. On a aussi la présence d'organismes de soutien en recherche d'emploi comme nous, le Carrefour Jeunesse Emploi de Port-Cartier. Emploi Québec va être présent aussi, c'est certain, parce que c'est notre... dans le fond, c'est eux qui subventionnent l'événement et tout ça. On a Remabec aussi, qui est un grand partenaire là, dans l'organisation de ce salon-là. Oui, il risque d'y avoir des visites, d'ailleurs, sur le terrain, chez Remabec, Arbec, là, où on a des projets quand même de biogénération. Il y a une usine en construction. Peut-être des visites chez Alouette et chez Arcelor aussi? On est à attendre de confirmation de ce côté-là. Ce qui est déjà certain, c'est que du côté de Remabec, on va avoir des visites qui vont se faire en usine. Puis aussi, c'est fort possible qu'il y ait des visites en forêt. Le jeudi 3 novembre, ça va arriver assez vite, le Salon de l'emploi de Port-Cartier. Là, côté logistique, on a réservé de l'espace en masse. Quoi, ça va se faire dans le gymnase? On devrait faire ça à l'Agora du complexe récréatif et culturel, qui est situé au 21 rue des Cides à Port-Cartier. On va avoir, c'est certain, une partie qui va se passer à l'extérieur parce qu'on va avoir une partie qui ça va être de l'exposition de machinerie forestière. Donc, il va y avoir de la grosse machinerie à l'extérieur pour montrer aux gens comment ça peut fonctionner, cette machinerie-là. Peut-être pour inciter peut-être des personnes à aller faire un retour aux études dans ce domaine-là. Et j'imagine que c'est attendu de votre clientèle, hein, comme on le disait, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il n'y a pas eu de salon de l'emploi à Port-Cartier. Vos gens vont être là, sans doute, là. Oui, on espère qu'ils vont être là très nombreux, parce que, dans le fond, on fait ça pour eux, puis ce sera peut-être la preuve de nous montrer qu'on en a besoin à chaque année. Je voyais sur votre site Facebook, là, il y a des ateliers pour les chercheurs d'emploi. Dès ce soir, un rendez-vous avec POPCO, donc ce serait peut-être dès 18h ce soir. C'est peut-être une belle préparation pour le salon de l'emploi qui s'en vient, justement. Oui, c'est ça. On a des gens qui vont être sur place pour faire la promotion un petit peu, expliquer les services qu'on offre ici en recherche d'emploi, mais on va avoir des ateliers qui vont être donnés pour des trucs et astuces, justement, pour se préparer, pour faire une bonne impression pour un salon de l'emploi. Puis aussi, il va y avoir des gens qui vont être là pour aider les gens à
préparer leur curriculum vitae s'ils en ont pas, ou faire certaines modifications là, pour améliorer tout ça, pour justement que cette impression qui est la première soit la bonne. J'imagine que maintenant, en 2016, là, Madame Roussy, les salons de l'emploi, l'ensemble des activités de POPCO, là, ça s'adresse aux jeunes qui ont décroché, qui sont entre deux à quelque part, mais pas juste aux jeunes, hein. On retrouve de plus en plus des gens un peu plus âgés sur le marché de l'emploi. Oui, on en a de tous les âges, je vous dirais. On a des gens qui ont pris leur retraite, qui reviennent préparer pour retourner au travail. On en a qui se préparent même avant de prendre leur retraite parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de rester actifs. On parle souvent d'un marché de l'emploi. Est-ce que c'est un marché très compétitif? On sait que le contexte économique, hein, on vit quand même un ralentissement dans l'industrie du fer. Par contre, du côté de l'industrie forestière à Port-Cartier, ça va peut-être mieux. Est-ce que il y a suffisamment d'emplois sur le marché actuellement ou il faut se chicaner pour avoir les jobs, les peu de jobs qui est disponibles là? Ben, je vous dirais qu'on a vécu une période un petit peu plus comme vous venez d'expliquer que l'emploi est un petit peu plus rare. Je vous dirais qu'en organisant notre salon de l'emploi, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui s'en viennent. Si on parle du côté forestier, nous, on nous a parlé d'environ 70 postes. On a McDonald's qui arrive aussi, qui va offrir une quarantaine de postes. On a le centre de santé qui est plus rendu régional, qui, eux, ont des besoins aussi. Je pense que ça s'en va pour une J'espère que vous avez invité les Inuits à votre salon de l'emploi. Ils ont un gros projet de 600 millions là, de parc éolien à Pentecôte. Ça va être votre monde, ça, à Port-Cartier, Pentecôte. Le projet d'un parc éolien, c'est sur la liste des choses à venir chez vous aussi. Oui, ben justement, on est en train de faire des démarches pour peut-être les avoir avec nous. Je ne sais pas s'ils vont être là actuellement. On n'a pas de confirmation, mais oui, il était dans nos listes de gens invités. En terminant, on le voit, hein, c'est un marché compétitif. On veut toujours aussi un emploi où on va se sentir bien, où on va aimer ça, aller travailler, se lever le matin pour aller travailler. Dans ce contexte-là, je pense qu'une organisation comme POPCO à Port-Cartier fait un travail précieux. Là. Ce que vous faites, c'est d'outiller les gens à la recherche d'emploi. Oui, puis c'est ça. Dans le fond, nous, oui, on veut que les gens aient avec des emplois, mais on veut surtout que les gens se maintiennent dans l'emploi puis qu'ils soient bien dans ce qu'ils font. Eh bien, Madame Nadine Roussy, ce soir, on peut se présenter chez vous à 18h si on veut suivre ces ateliers là, pour chercheurs d'emploi. Sinon, il y a le Salon de l'emploi le 3 novembre prochain. On peut peut-être vous contacter si on a des questions plus pointues à adresser à l'organisme POPCO. Oui, si les gens sont intéressés à avoir plus d'informations, que ce soit pour l'activité de ce soir ou pour le Salon de l'emploi, ils peuvent communiquer avec nous à notre numéro de téléphone qui est le 418-766-8047. Eh bien, Madame Nadine Roussy, je rappelle que vous êtes directrice de l'organisme POPCO qui a maintenant 35 ans à Port-Cartier, qui s'adresse aux gens à la recherche d'emploi. Des fois, les gens à la recherche d'emploi, c'est des gens qui ont déjà une job, mais qui cherchent mieux aussi, hein? Oui, on en a des gens qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie, puis c'est pas nécessairement toujours des gens qui sont sans emploi. Un gros merci, Madame Roussy, pour cette entrevue. Ben, je vous remercie. Ben voilà ce qui complète Côte-Nord Attitude de ce mardi 11 octobre 2016. Demain, à l'émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM, on s'entretient avec Yvon Pedneau, le chanteur de Sept-Îles. Les billets disparaissent rapidement pour son spectacle solo à la salle Jean-Marc Dion, semble-t-il. Plein de projets culturels et de spectacles en vue pour le chanteur de Sept-Îles. Je vous souhaite une bonne journée. À demain.